Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a quelques semaines, nous avions publié un premier dossier intitulé Chasseurs d'exoplanètes. On y résumait les méthodes indirectes qui sont actuellement mises en œuvre pour détecter la grande majorité des exoplanètes. On va maintenant continuer sur notre lancée en nous penchant sur l'observation directe. Le sujet est dense et un peu technique, on va donc procéder par étapes. Si vous n'avez pas vu le premier dossier Chasseurs d'exoplanètes, je vous conseille de le visionner au préalable pour une meilleure compréhension. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi il est si important et si difficile d'observer directement des exoplanètes. Les méthodes de détection indirecte ont fourni des résultats remarquables, avec des milliers de détections à ce jour. Si elles permettent de nous dire qu'une exoplanète est bien là, elles sont cependant relativement avares en informations supplémentaires. Dans le meilleur des cas, lorsqu'une exoplanète a été détectée par plusieurs méthodes, on peut estimer sa masse, son diamètre et quelques-uns de ses paramètres orbitaux. En revanche, aucune information sur sa composition, son atmosphère ou son albédo. Les méthodes d'observation indirecte souffrent aussi de biais de sélection. Chacune d'entre elles s'avère particulièrement efficace pour détecter un type de planète en particulier. Sur ce schéma, vous pouvez par exemple voir que la méthode des transits excelle dans la détection d'exoplanètes à période orbitale très courte. C'est aussi la méthode qui jusqu'à présent a permis de détecter les planètes affichant les masses les plus faibles. La méthode des vitesses radiales permet beaucoup de détections sur des périodes orbitales un peu plus longues, etc. Ces biais de sélection faussent nos statistiques. On observe ce qu'on est capable d'observer, c'est-à-dire essentiellement des planètes massives qui n'orbitent pas trop loin de leur étoile. Les détections d'exoplanètes par méthode indirecte promettent de nous apprendre des choses passionnantes sur différentes populations de planètes et leur répartition. Mais ce qui nous fait vraiment trépigner d'impatience, c'est la possibilité de découvrir un jour une planète similaire à la Terre. Et seule l'observation directe peut nous permettre une telle détection. On entend souvent parler de détection d'exoplanètes dans la zone habitable de leur étoile. Cette zone habitable ne décrit en réalité pas grand-chose. Il s'agit d'une zone où l'eau pourrait exister sous forme liquide si on ne tient compte que de l'énergie rayonnée par l'étoile. Seulement, la composition de l'atmosphère et l'albédo d'une planète jouent également un rôle fondamental sur ses conditions de surface. Il n'y a qu'à voir le couple Terre-Lune. Les deux astres orbitent au même endroit de la zone habitable du Soleil. Mais niveau habitabilité, c'est le jour et la nuit. Tant que nous serons incapables d'obtenir des informations sur l'atmosphère ou la composition d'une exoplanète, on ne pourra pas se prononcer sur son habitabilité réelle. C'est pourquoi depuis maintenant quelques années, de nombreuses équipes d'astronomes tentent de faire avancer les techniques d'observation directe des exoplanètes. Mais malgré les centaines d'étoiles surveillées au cours des 10 dernières années, on compte seulement quelques dizaines d'exoplanètes imagées directement. Il faut dire qu'il est incroyablement difficile de discerner la lumière d'une planète de celle de son étoile. Un des principaux obstacles vient du contraste. Contrairement à une étoile, une planète n'émet pas sa propre lumière. Elle se contente de réfléchir celle de son astre. Comme elle est aussi beaucoup plus petite, elle est généralement entre 10 millions et 10 milliards de fois moins lumineuse que son étoile. Pour vous donner un ordre d'idée de la difficulté de l'observation, c'est comme si vous tentiez de distinguer un ver luisant sur le capot d'une voiture en plein phare à 1000 km de distance. L'astronomie à haut contraste nécessite une nouvelle génération d'instruments comme SPHERE qui a été installée au VLT en 2014. Ce dernier fait appel à un système d'optique adaptative extrême, à un coronographe et à l'imagerie différentielle pour essayer de distinguer la toute petite luminosité d'une planète à côté du phare aveuglant que représente son étoile. En plus du très haut contraste, il faut être capable d'atteindre une résolution suffisante pour distinguer deux objets très proches, comme une étoile et sa planète. Or, le pouvoir de résolution des télescopes est limité par le comportement même de la lumière. Cette dernière peut prendre les propriétés d'une onde ou d'un corpuscule selon les situations rencontrées. C'est un des concepts clés de la mécanique quantique. Dans un télescope, la nature ondulatoire de la lumière va se révéler dans des figures d'interférence qui affectent toutes les sources lumineuses. On appelle cette figure la fonction d'étalement du point, et elle est la signature caractéristique du système optique utilisé. Prenons par exemple Hubble. Son miroir primaire est circulaire et possède un diamètre de 2,40 m. Ce système optique va donner lieu à une figure d'interférence que vous pouvez voir simulée ici. On retrouve cette figure sur chaque source lumineuse photographiée par le télescope. Cela rend les photos d'Hubble très reconnaissables.
Les étoiles y apparaissent toujours au centre d'une croix. Sur ce cliché rapproché d'une étoile, on aperçoit même les différents cercles concentriques prédits par la simulation. Ces figures d'interférence ajoutent une certaine valeur esthétique au cliché du célèbre télescope spatial, mais elles ne facilitent pas la détection d'exoplanètes. Pour obtenir un meilleur pouvoir de résolution, il faut un télescope avec un miroir primaire plus grand. Prenons par exemple celui de James Webb. Ce dernier fera 6,50 m de diamètre et sera composé de 18 segments hexagonaux. Voici une simulation de la figure d'interférence que son système optique devrait produire. On remarque tout de suite que la tâche centrale est plus petite que celle de Hubble, signe d'un meilleur pouvoir de résolution. C'est ce qui devrait permettre au nouveau télescope phare de la NASA de surpasser les observations de son prédécesseur dans certaines longueurs d'onde. L'utilisation d'un miroir primaire segmenté promet en revanche des interférences plus complexes. D'autres types de miroirs offrent des figures de diffraction différentes, comme ici avec le télescope Subaru ou les 4 télescopes principaux du VLT. Lorsque deux objets sont très proches, leur figure de diffraction se chevauche. Il devient alors très difficile d'évaluer quelle lumière provient de quel objet. En plus d'utiliser un télescope suffisamment grand pour distinguer la tache centrale de l'étoile et de la planète, il faut s'assurer que les ailes de la figure de diffraction n'aient pas noyé l'image de la planète. Mais même si cette condition est réunie, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Si vous avez déjà fait de la photographie dans un endroit peu éclairé, vous vous êtes probablement déjà confronté avec le bruit de lecture du capteur de l'appareil. Les capteurs utilisés dans notre cas, bien que d'un fonctionnement très similaire, sont bien moins victimes de cet effet. Il existe cependant une forme de bruit qui apparaîtrait même si le capteur était parfait. C'est ce qu'on appelle le bruit de photon ou bruit de grenaille, shot noise en anglais. Ce dernier est la manifestation directe du comportement quantique de l'onde lumineuse. Pour mesurer l'intensité sur un pixel du détecteur, on compte le nombre de photons qui arrivent dedans durant le temps d'exposition. Du fait que ces arrivées de photons sont des événements discrets, il existe une incertitude sur cette mesure égale à la racine carrée du nombre de photons collectés. En général, les instruments optiques essaient donc de collecter autant de lumière que possible. Cela permet de faire augmenter le ratio signal à bruit. Avec de plus grandes surfaces collectrices et des temps d'exposition plus longs, on peut ainsi obtenir une image plus précise. Mais lorsqu'on cherche à imager une exoplanète, on va collecter beaucoup de photons de son étoile et donc générer du bruit. Si les conditions sont bonnes, ce bruit sera faible par rapport à l'étoile. Il risque par contre d'être énorme par rapport au signal de la planète. De quoi complètement noyer la petite tache lumineuse qu'on essaye d'observer. On pourrait se dire qu'il suffit de soustraire numériquement le signal de l'étoile car on connaît sa forme théorique. Mais même si on y parvient, le bruit de photons demeure, rendant l'observation impossible. La seule solution, c'est de se débarrasser de la lumière de l'étoile avant qu'elle n'atteigne le capteur. C'est là qu'intervient le coronographe. Un coronographe est un masque opaque qu'on va placer dans le système optique pour qu'il bloque la lumière de l'étoile observée. Idéalement, il devrait ôter la totalité de la lumière de l'étoile et sa figure de diffraction, tout en laissant passer la lumière de la planète. Mais plus on se rapproche de ce coronographe idéal, plus on devient sensible aux moindres petits défauts du système optique. Ces derniers vont créer des fuites de lumière à travers le coronographe. Pour essayer d'observer directement des exoplanètes, il nous faut donc un instrument à très haut contraste, un coronographe et un télescope avec le plus grand miroir possible. Envoyer de grands miroirs dans l'espace reste cependant très difficile, comme nous le démontrent les péripéties de James Webb. La majorité des tentatives de détection se fait depuis le sol, et donc à travers l'atmosphère. Qui dit atmosphère dit turbulence, et voilà que le système optique parfait dont notre coronographe a besoin tombe à l'eau. Les turbulences atmosphériques déforment le front d'onde lumineuse de manière aléatoire. Cela impacte la figure de diffraction observée de manière radicale. Sur cette simulation, vous pouvez voir une figure de diffraction classique observée à travers un grand télescope. Et voilà comment cette même figure vous apparaît une fois les turbulences atmosphériques prises en compte. Et encore, l'effet est ici joué au ralenti. Impossible d'espérer dénicher une exoplanète dans ces conditions. Tant que nous serons incapables d'envoyer des télescopes géants dans l'espace, il n'existe qu'une seule solution, essayer de corriger en temps réel les effets de ces turbulences atmosphériques.
C'est le rôle de l'optique adaptative. Cette dernière se fait à l'aide d'un miroir déformable. On mesure la déformation due à l'atmosphère sur l'étoile visée et on adapte le miroir pour produire la déformation inverse. Pour les systèmes les plus évolués, cela implique de déformer le miroir à l'aide de milliers d'actionneurs plusieurs milliers de fois par seconde. Avec un système d'optique adaptative extrême, l'effet des turbulences atmosphériques peut être pratiquement annulé. Si on reprend notre simulation, on peut voir que la figure de diffraction post-optique adaptative est presque similaire à la figure originale. Mais presque, ce n'est pas suffisant quand on travaille avec un coronographe. Les petites imperfections restantes vont être à l'origine de fuites de lumière, des fuites qu'il ne faudrait pas confondre avec des planètes. On l'a vu aujourd'hui, observer directement une exoplanète est une tâche dantesque. Il faut travailler à très haut contraste avec un grand pouvoir de résolution, réduire le bruit de photons à l'aide d'un coronographe et s'affranchir autant que possible des turbulences atmosphériques. Cela explique probablement pourquoi on a réalisé si peu d'observations directes d'exoplanètes jusqu'ici. Ce constat peut sembler un peu pessimiste, mais c'est mal connaître la nature des astronomes. Dans le prochain épisode, on verra quelles techniques sont utilisées et quelles pistes sont à l'étude pour s'affranchir de ces obstacles, avec la perspective de pouvoir peut-être un jour identifier une exoplanète similaire à la Terre, envoyer sa lumière dans un spectrographe et déterminer la composition et la température de son atmosphère. Et voilà qui nous amène déjà au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à faire part de vos réactions et questions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les sources qui ont servi à l'écriture de la vidéo ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.